bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Honneur pour un nouveau débrief. Et ce sera celui d'une défaite, peut-être définitivement celle de trop pour Paris dans la course au play-off. Enfin ça, on le dit depuis un moment, donc bon, on verra. Les chances des Parisiens ne sont pas encore réduites à néant. On va en parler avec celui qui m'accompagne ce soir, c'est Flavien. Salut. Salut Lilian, bonsoir à tous. Blois 91, Paris 79 et les saisons se ressemblent et malheureusement les matchs contre Blois sont toujours aussi compliqués pour le Paris Basketball, mais je crois que là on a un petit peu atteint un paroxysme, Flavien, surtout quand tu commences une rencontre en étant mené 26-2. On peut dire que Paris s'est littéralement tiré une balle dans le pied et malgré cela, pourtant on va en parler, mais les Parisiens auraient pu repartir du jeu de paume avec la victoire. En tout cas, ils auraient pu l'entrevoir puisqu'il y a notamment eu un rapproché à 5-6 points au début du quatrième quart-temps. Sauf que Blois, qui eux luttent pour leur maintien, ils ont pu compter sur des tirs importants de leurs hommes forts, comme par exemple Amadou Sow qui a marqué 21 points contre Paris, ou encore Robert Johnson. Flavien, la première question que j'ai envie de te poser, elle est assez simple. Là, c'est qu'est-ce qui s'est passé en début de match pour que Paris se retrouve mené 26-2? La réponse elle est assez simple. Il y a une équipe qui était sur le terrain et l'autre était encore au vestiaire. Le début de match il est lunaire hein, complètement. On voit Paris vraiment pas dans sa rencontre. C'est pas en rythme. Et à l'inverse, Blois poussé un peu par son public et aussi le besoin d'obtenir son maintien, donc de gagner ce vendredi soir. Bah, on a vu vraiment deux écoles pour rentrer dans la partie. Et c'est vrai que ça faisait peine à voir en fait le niveau que Paris a affiché pendant 6 minutes. Hein. C'est le 26 que tu cites, c'est pendant 6 minutes. Donc tu mets un pauvre panier à 2 points. Je crois que c'est Tyrone Wallace qui ouvre le compteur parisien. Mais même Will Weaver prend un temps mort super tard quand il y a déjà 15-0. On sent vraiment que la réaction parisienne met du temps à arriver. Et ce run fait beaucoup de mal au score final parce que tu as couru après le score toute la partie. Et quand tu prends un 26-2 pour débuter, je crois que c'est 31-16 le score à la fin du premier quart-temps, tu essaies quand même de te relever de ça et tu es censé être une équipe de qualité supérieure avec des individualités supérieures à celles de Blois. Et ben pour le coup, là, ça s'est pas vu du tout, en tout cas sur ce bout de match qui, pour moi, est dès le tip-off, le tournant de la partie, c'est ce run. Je pense que tout le monde va être à peu près d'accord avec cette analyse-là. Tu penses que vraiment ces 6 premières minutes au Paris du coup encaisse, on le disait, 26 points, ça a joué sur l'ensemble de la partie parce qu'on le sait, des fois on dit que les débuts de match influencent grandement la suite d'une rencontre. Là, l'écart était déjà d'emblée trop grand pour Paris à combler, même si, voilà, comme je l'ai dit, les hommes de Will Weaver ont fait un rapproché, auraient peut-être pu l'emporter, mais ils partaient déjà avec un trop grand handicap au départ, tu penses? Bah oui, je pense vraiment que tu pars de trop loin. En fait, quand tu commences ton match à 26-2, c'est le scénario que tu n'imagines pas quand tu prépares ton match. Quand tu vas analyser ton face-à-face avec l'équipe adverse, tu vas jamais te dire, bon, on peut se mettre dans une position dans laquelle on va mener de 24 points en 6 minutes. Là, Paris, de toute manière, tu prépares ton plan en te disant que ça va être un match peut-être serré, que voilà, le jeu de paume et globalement l'équipe de Blois, tu n'as jamais vraiment réussi depuis 5 ans. Je suis pas sûr même qu'il y ait eu une victoire à Blois en 5 ans. Donc tu dois aborder ce match d'une autre manière que ce que Paris a fait tout simplement sur le premier quart-temps, quoi. Et euh, et il y a eu ce rapproché en fin de troisième quart-temps, début de quatrième, où tu te dis bon, il semble, enfin Blois en tout cas semblait un peu sur les rotules avec le rythme comme tous les matchs de Paris qui sont très très élevés. Et c'est peut-être le seul moment où on a peut-être cru peut-être que les deux équipes vont avoir un match serré à la fin et que la pièce pourrait tomber du côté de Paris. Ça n'a pas du tout été le cas parce que Paris a eu aussi son coup de mou et ses mauvaises gestions, notamment en attaque sur la fin de match. Et puis encore une fois, tu prends plus de 90 points dans un match, c'est difficile de gagner quand tu en prends plus de 90. Et stat rare, Paris a marqué moins de 80 points dans un match, c'est pas arrivé souvent cette année. Et, euh, et, euh, bah, En fait, globalement, Blois mérite
sa victoire du début du match à la fin du match sans aucune contestation possible. Ouais, Blois qui a notamment mis des gros tirs en fin de match parce qu'on sentait un petit peu que ça, qui, potentiellement ils tremblaient un petit peu forcément. On le dit, ils jouent leur survie dans l'élite, donc une victoire qui se dessinait. Quand Paris est revenu, ils ont peut-être cru que ça allait peut-être leur échapper, mais ils ont pu voilà compter sur des gros tirs de leurs joueurs, contrairement à Paris qui a un petit peu dans la fin de match a tenté de revenir à coup de 3 points, mais ça n'est pas passé. Tu voulais qu'on évoque ensemble le choix on le disait, Kyle Hyman Jr. était titulaire encore ce soir pour son 3e match depuis son retour de blessure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que t'as pas apprécié son match et ça se voit également un petit peu dans les statistiques parce que c'est un peu le Parisien peut-être qui illustre ce début de match complètement raté, un plus-minus de -38 sur l'ensemble de la rencontre. Je sais pas si on a déjà vu un plus-minus aussi élevé dans le négatif cette saison pour un joueur de Paris. Mais qu'est-ce que tu avais à dire du coup sur ce choix de titulariser Alman et peut-être qui concourt avec le fait du début de match complètement raté par l'équipe parisienne? Complètement, mais en fait, il y a deux choses. Il y a déjà le début de match où bah, il est titulaire, il était déjà titulaire contre Rouen, mais là, je trouve vraiment que comment dire, sa position sur le terrain faisait il avait un apport trop limité pour l'équipe, et le début de match le montre. Hein. Lui, il n'est pas en réussite avec ses tirs, il a du mal à faire jouer ses partenaires à côté de lui. Il termine avec une passe décisive en 26 minutes. Il n'est pas adroit au tir, il a enfin, en fait, je trouve qu'il apportait rien sur la partie, et il est resté, à mon avis, trop longtemps sur le terrain au début de match. En fait, bah, il aurait dû être sorti plus tôt, mais je crois que même le plus-minus, en fait, ça aggrave petit à petit à chaque fois qu'il est sur le terrain. C'est pas, il y a eu -38, puis après ça a été mieux. Non, c'était petit à petit. Et c'est peut-être là où ça me dérange, c'est qu'à chaque fois qu'il a été sur le terrain, ça a pas été payant. Je lui en veux, non, oui et non, mais moi, c'est surtout plus à Will Weaver. Je comprends pas le choix du coach de remettre, de casser un peu la dynamique que tu avais eue sur le mois d'avril, où je pense on peut être d'accord pour dire que c'est quand même le meilleur mois de basket qu'on a vu à Paris depuis le début de la saison. Et, il fait face à un défi qui est quand même compliqué de réintégrer une star, peut-être le meilleur joueur ou le deuxième meilleur joueur de l'équipe, dans son 5 titulaire. Moi, je suis pas persuadé qu'il fallait le mettre titulaire tout de suite. Je peux même pas persuadé qu'il fallait le faire jouer titulaire d'ici la fin de la saison régulière, parce que tu avais un équilibre qui tenait, qui fonctionnait bien. Et, c'est difficile pour un joueur de revenir de 4 mois de blessure, et de revenir en forme, performant, et régulier à la compétition dès que tu reviens. C'est son 3e match. Donc, bah, je comprends pas, de un, la titularisation. Je comprends en fait son match par rapport au contexte dans lequel il évolue, et dans pourquoi il est en méforme comme ça pour son retour, c'est logique. Mais de l'avoir vu 26 minutes et que sur le terrain il a -38 de plus-minus, pour moi il y a un problème de coaching assez important sur son cas. Et pourtant, Paris aussi, quand je regarde un petit peu les statistiques, n'a pas été à dominer dans le secteur intérieur. C'est une constante qu'on voit depuis plusieurs semaines. Mais Paris a vraiment dominé, notamment avec Ismaël Kamagaté, on va en reparler. Mais quels ont été les autres facteurs de la défaite parisienne? Parce que quand je regarde un petit peu, on a plutôt dominé au rebond. On a, par rapport à Blois en tout cas, on a limité les pertes de balles dans un intervalle plutôt, on va dire bon pour Paris, 14 pertes de balles contre Blois ce soir. Qu'est-ce qui a fait, au-delà de ce début de match raté, qu'est-ce qui a fait la différence, notamment peut-être en seconde période? Bah, tu vois, c'est marrant parce que la stat au rebond, notamment offensif, t'as pas mal récupéré de rebonds dans la raquette de Blois. Mais je trouve, en fait, visuellement, c'était vraiment l'inverse pour moi. J'avais vraiment l'impression que de seconde chance, Blois en avait eu plus, et que ça avait été vraiment. Ils avaient dominé. Maintenant, c'est vrai que dans la raquette, t'as eu un garçon dont on parlera plus tard qui a permis justement de soulager ce niveau-là. Dans les points importants, bah, je trouve qu'offensivement, Paris n'a pas assez bien fait bouger le ballon. Euh, tu euh, Tu t'es retrouvé avec des joueurs qui se sont un peu marchés dessus, à vouloir trop bien faire ou à vouloir faire trop de choses. Que ce soit Bégarin, par exemple, que ce soit Holman, que ce soit Wallace par intermittence, qui fait pas une bonne partie, mais qui en début de match, par contre, fait partie des détonateurs
qui, on va dire, lance le match du Paris Basketball. Lui, Kamagaté et Amir Sims avaient été plutôt bons là, la deuxième partie de premier quart-temps, deuxième quart-temps, ça avait été pas mal. Puis, c'est que tu as des joueurs en fait, qui individuellement n'ont pas répondu aux défis qui étaient imposés ce soir, hein, que ce soit, je l'ai cité, Holman, on a parlé de Wallace qui finit avec 9 d'évaluation, un Gauthier Denis qui passe encore à côté de son match, qui passe, lui, au contraire du mois d'avril, où il n'a pas été. On voit que avec l'intégration de Chris Goulding, qui était blessé ce soir, petit à petit, son temps de jeu, son implication et sa réussite, ses performances sont moins bonnes. Et là encore ce soir, c'était le cas. Un Jeremy Evans passe complètement aussi à côté de sa partie. Donc, en fait, si tu fais un peu comment dire, si tu rassembles un peu toutes ces performances, pour moi, c'est pas très étonnant en fait de te retrouver à perdre ce match parce que tu sais que globalement, tu vis sur tes individualités très fortes. Et si elles passent à côté, t'es un peu, t'es un peu, t'es un peu sans solution en fait avec ce Paris Basketball là parce que t'as développé très peu de choses en dehors de ce jeu très individuel. Il y a eu un peu de mieux collectivement depuis plusieurs semaines, mais c'est quand même pas suffisant quand à la fois t'as une équipe en face qui est, qui est excellente dans tout ce qu'elle propose et que toi t'es limité parce que tes individualités sont pas au rendez-vous sur un match quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu un match sans de la plupart des cadres parisiens. On peut ajouter un Amir Sims qui portait avec par exemple Tyron Wallace l'attaque parisienne ces dernières semaines et qui voilà a eu notamment moins d'adresse extérieure que qu'il l'a connu dans les semaines passées. Venons-en pardon à celui qui a vraiment rayonné, on va dire, dans la raquette blésoise, c'est Ismaël Kamagaté qui signe, je pense, on peut le dire assez facilement, son meilleur match de la saison en Betclic Elite. 19 points pour le jeune pivot parisien, à 9 sur 13 au tir, 15 rebonds, dont 9 offensifs. Il a un peu, voilà, il a surfé sur la raquette, enfin, dans les deux raquettes des deux côtés du parquet. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Et j'ai presque envie de dire, vu que c'est un petit peu son match référence cette saison en championnat, qu'est-ce qu'il a réussi à faire de mieux que lors de tout le reste de la saison en championnat? Ouais, son match il corrobore aussi très bien il va très bien avec son mois d'avril qui était sur une pente plutôt ascendante. On dit qu'il a pas forcément fait une bonne saison. Là, en fait, pourquoi il a plus performé ce soir? Euh, il a un peu plus de temps de jeu que d'habitude, déjà. Et en fait, face au marasme collectif que tu avais en début de match, c'est par lui en fait que les premiers points vraiment du Paris Basketball pour appuyer là où ça faisait mal sont passés. C'est de passer à l'intérieur, c'est d'aller jouer sur du lob parce qu'ils n'ont pas forcément des pivots qui vont pouvoir défendre la verticalité efficacement. Alors, ils ont des joueurs, notamment Mbaye Ndiaye, qui est extrêmement vertical, très long, etc. Mais sur le poste pour défendre Ismaël, c'est un peu plus léger en tout cas. Et lui, il s'est fait plaisir. Hein. Quand tu vois 15 rebonds, son meilleur marque de la saison, il en prend 9 offensifs. Il a été plutôt adroit sur les lancers, mais c'est après pour toute l'équipe. Il en prend que 3. Il en met que 1, mais moi, en fait, j'ai trouvé que son match référence depuis très longtemps, j'ai plus tous ces matchs en tête, je te le cache pas, peut-être qu'il y en avait un meilleur en début de saison, mais là, tu vois vraiment un joueur qui avait faim, qui allait au combat. Lui, en conférence de presse, après le match, il dit que ce match, c'était une sorte de guerre, et lui, il s'en est plutôt bien sorti. Euh, voilà, performance très positive qui a permis en fait à Paris de croire à la victoire en fait à un moment parce que c'est à chaque fois qu'il est sur le terrain que Paris remonte un peu au score. Il fait pas tout bien, mais dans la globalité, moi je crois que c'est vraiment un très bon match. Et puis en défense, quand tu prends 91 points, tu défends pas très très bien généralement. Et puis lui a servi vraiment de tour de défense à l'intérieur, très bon en dissuasion. Et c'est peut-être là aussi où sa performance était importante et de croire au succès côté Paris, même si ça n'a pas été le cas. Il a était capable de créer des stops défensifs, là où ses coéquipiers n'en étaient pas capables sur un match comme Blois.
Oui, c'est vrai pour ajouter à ce que tu dis. C'est vrai qu'au fur et à mesure de la rencontre, on avait presque l'impression que les joueurs de Blois avaient après peur un peu d'aller dans la raquette tellement Ismaël imposait sa présence. Et de l'autre côté, les Parisiens, je trouvais en fin de match notamment tenter beaucoup de 3 points pour essayer de revenir, mais presque ils se disaient que on peut se le permettre parce que Ismaël Kamagaté est en dessous et va potentiellement grappiller une seconde chance et quand même pouvoir marquer un point, enfin des points supplémentaires. Mais c'est vrai que Ismaël Kamagaté, malheureusement, dans une défaite, a signé l'un de ses matchs références cette saison. Peut-être notons le fait que on aurait peut-être pu voir Axel Toupane malgré la blessure, enfin, surtout avec la blessure de Chris Goulding. Au final, on ne l'a pas vu. Il y a eu Mohamed Diawara qui est rentré en jeu. Qu'est-ce que tu as pensé de cela? Est-ce que toi aussi, en début de match, tu te serais dit, ah, pas de Goulding, peut-être que Will Weaver va remettre la carte à Axel Toupane, et au final, pas du tout. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de ce choix? Bah, il se prive, bah, on en a parlé déjà la semaine dernière avec Antoine, il se prive de toute façon d'une solution ou d'une possible solution avec Axel. C'est vrai que là, si t'as pas Goulding, le choix logique en tout cas aurait été de mettre Toupane, mais je pense qu'il y a un truc qui s'est mal passé avec le coach. Je vois pas une autre raison qui ferait que Axel fait les déplacements, mais il joue pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas de sens. Et puis le fait d'avoir vu Mohamed qui joue 5 minutes, moi j'ai bien aimé en plus son entrée. Il rentre un tir à 3 points à 45, mais je crois qu'il est 1 mètre et demi derrière la ligne. Vraiment, vraiment chapeau. Son entrée détonne pas du tout avec le reste de l'équipe et c'est peut-être là aussi un des points positifs. Je sais que j'avais cité aussi Amar Gegic dans les points positifs du match, que j'avais bien aimé sa partie ce soir, mais Mohamed, là, sur ce genre de match, en fait, montre qu'il n'est plus un espoir et qu'il est au niveau de ses coéquipiers, que c'est un joueur professionnel à part entière de l'effectif. Et puis, Axel, je pense que le dernier match qu'on a vu, c'était en Eurocup et qu'on le reverra pas, quoi. Voilà, au moins un petit point positif avec la bonne entrée de Mohamed Diawara. C'est vrai qu'il les quelques dernières apparitions en fait, qu'il a fait avec les pros, en tout cas, c'est vrai qu'il a souvent plutôt été à son avantage. Flavien, bah, si tu le veux bien, je pense qu'on peut un petit peu partir sur les perspectives voilà, de playoff. Elles sont toujours là pour Paris, même si forcément avec cette défaite, ça met un petit peu de plomb dans l'aile pour les espoirs de playoff. Mais Paris qui jouait voilà vendredi donc avant ses adversaires, ses concurrents directs que sont Le Mans et Gravelines. Paris qui est donc toujours neuvième forcément 15 victoires 17 défaites, qui compte une victoire de retard sur Gravelines et Le Mans. Le Mans qui a un match en moins, mais on peut le dire bon voilà Paris avait on va dire, son destin en main. Ils ne l'ont plus désormais. Il va falloir compter sur des défaites. Mais en gros, pour résumer pour nos auditeurs, ce qu'il faudrait pour Paris, c'est à la fin de la saison au moins être à égalité soit avec Le Mans, soit avec Gravelines, car Paris a le point de tavérage sur ces deux équipes. Si t'es à égalité avec une des deux, tu vas aller chercher ton spot en playoff, que ce soit le septième, le huitième. Bon, probablement quand même que ce sera plutôt la huitième place que la septième, vu la situation du Mans. Il leur reste 3 matchs, ils ont 2 matchs abordables, en tout cas 2 adversaires qui seront probablement abordables sur les 3 derniers matchs de la saison. Toi, en plus de ça, toi, il te reste que 2 matchs. Et les 2 matchs, ça va être contre Bourg-en-Bresse et contre Boulogne-le-Valois. Bourg-en-Bresse qui finit vraiment en bombe cette saison. Boulogne-le-Valois qui va devoir quand même défendre au moins un moment son spot de la deuxième place du championnat. Donc, c'est pas forcément dit qu'ils abandonnent et qu'ils se préparent pas pour les playoffs directement. Toi, en fait, ton calendrier qui était un des plus faciles il y a encore 5-6 matchs, là, devient peut-être le plus dur en fait dans la situation où tu es actuellement. Et il est pas impossible. Enfin bon, c'est quand même assez improbable que tu finisses en playoff. Faudrait donc que tu fasses faudrait que tu fasses mieux que Gravelines, on perde au moins un des deux, et que toi tu gagnes les deux, ou qu'ils perdent les deux, que tu n'en gagnes qu'un. Globalement, tu t'es mis dans une situation dans laquelle tu voulais pas être, en fait, d'être derrière et d'avoir justement le, que le Gravelines et Le Mans et le choix en fait de savoir si Paris va aller en playoff ou pas. Là, cette défaite contre Blois, justement, elle est malvenue pour cette situation. Euh, T'y crois encore, forcément, mais c'est vrai que là, tu prends un gros coup à 2 journées de la fin, quoi. Tu prends un gros coup, surtout que tu t'attendais pas forcément
on va dire, dans les défaites théoriques que tu pouvais imaginer, on pensait pas forcément à celle de Blois, même si on s'imaginait que ça allait être un match piège. On l'a dit, depuis que Paris, depuis que le club existe, les rencontres face à Blois sont toujours particulières et n'ont pas souvent tourné en la faveur du Paris Basketball. Mais c'est vrai que on s'imaginait potentiellement se donner un joker, peut-être contre la JL Bourg ou contre Boulogne-le-Valois. Bah là, il y aura quasiment pas le droit au joker, à moins que vraiment il y ait des scénarios, que ce soit pour Gravelines ou pour Le Mans, qui soient vraiment en faveur de Paris. Mais ça, voilà, ce sera du coup désormais, c'est un petit peu Paris a, comme tu l'as dit, remis son sort dans ses autres équipes. Donc voilà, on fera le point. Bah, on en saura déjà plus la semaine prochaine quand Le Mans déjà aura joué son match contre Portel. Si déjà Le Mans gagne, bon, ils feront quand même un grand pas vers les playoffs. Donc voilà, mais je pense qu'on pourra presque le dire. Peut-être le match après le match contre Bourg, on en saura déjà beaucoup plus sur les scénarios possibles. Il ne restera alors plus qu'une rencontre face au Valois, et là on pourra certainement se plier au petit jeu des calculs, ou pas d'ailleurs, si déjà si les dés sont déjà jetés. Bah Flavien, on peut Je, terminer. je, ri- je- je Vas-y, regarde, vas-y. non, je regardais un petit peu, je regardais un petit peu justement en plus ce qui va être compliqué, c'est que tu vas jouer Bourg-en-Bresse donc à la Halle Carpentier, c'est mercredi, tu vas aller jouer à domicile, c'est un des meilleurs bilans à l'extérieur de la saison. Et quand tu vas te déplacer à Boulogne-le-Valois, c'est évidemment un des meilleurs bilans à domicile de la saison. Donc en plus, c'est va vraiment pas être des matchs donnés. En plus d'être des équipes du haut de tableau, c'est des équipes qui performent très bien, soit hors de leur base, soit chez elles. Et c'est dans ces situations-là qu'on va les affronter. Donc tu t'es mis des bâtons dans les roues, tu savais qu'il fallait quasiment avoir assuré les playoffs avant ces deux matchs. C'est pour ça que c'est un peu la mission un peu impossible là dans la situation actuelle. Mais impossible n'est pas Paris Basketball, et j'ai presque envie de dire que Paris est des fois plus fort quand ils sont vraiment dans les cordes. Alors bon, on verra, mais c'est vrai que voilà, Paris, c'est en tout cas compliqué grandement la tâche. Bah pour terminer, juste un petit mot sur les espoirs qui se sont lourdement inclinés. Eux, 73 à 104. Il n'y avait pas de Mohamed Diawara, qui a certainement été préservé pour le match du soir avec les pros. Pas de Kylian Malouaya non plus. Maëla Moncrespa a joué. Lui, il a inscrit 22 points, mais le meilleur marqueur parisien, c'était Kevin Moreno, avec 26 points à 9 sur 13 au tir, notamment. Mais voilà, une nouvelle défaite pour les espoirs à Blois. Bah on le disait, voilà, la suite pour Paris, c'est la réception de la JL Bourg. Ce sera mercredi 10 mai à la Halle Carpentier. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour ce match. Flavien, je te remercie d'avoir été en ma compagnie. C'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Blois. On vous invite comme d'habitude, juste avant de nous quitter, à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParisB-8 on air sur Twitter et Paris Basketball on air sur Instagram et Facebook. Merci Flavien, et on se dit donc pour le débrief du match contre la JL Bourg. Bye bye. Allez, ciao ciao.